Voici la seconde partie de notre épisode dédié au microbiote. Après avoir exploré ses origines et son rôle clé dans notre santé, on explore l'importance cruciale des 1001 premiers jours pour le développement du microbiote, l'influence de l'épigénétique, les impacts des modes de vie parentaux et les liens fascinants entre microbiote, environnement et santé planétaire. Un voyage passionnant au cœur des origines de notre santé. Bonne écoute! Alors, les 1000 jours font objet d'un consensus. Et pourquoi tu parles de 1001 jours? D'abord parce que je trouvais que ça faisait un peu les 1001 nuits, donc ça me plaisait bien. Non, en fait, les 1000 jours, c'est la période qui va de la grossesse jusqu'aux 2 premières années de vie de l'enfant. Et on sait que cette période-là, des 1000 jours, elle est critique, hein. Il y a la grossesse, évidemment, où vont se former tous les organes. L'enfant, à ce moment-là, n'a pas de microbiote, mais c'est donc la mère qui va fournir tous les éléments de nutrition. Et ensuite, la particularité de l'humain, c'est qu'il n'est pas tout à fait mature. Hein, par rapport, quand on voit un poulain qui naît, 2 heures après, il est debout, et puis après, il gambade dans le champ. Nous, ce n'est pas du tout ça. On a 2 choses qui sont très immatures à la naissance, c'est les intestins et le cerveau. Les intestins parce que pendant la grossesse, l'enfant n'a pas de microbiote. Donc quand on arrive sur Terre, on prend comme ça tout un tas de microbes qui viennent en partie de la mer, de l'environnement, etc. Et donc ça va se construire avec l'immunité très très lentement. Et il faut bien 2 ans pour que ça se construise. Et en parallèle avec le microbiote, et l'axe microbiote, intestin, cerveau, on y revient, il y a la maturation du cerveau qui se fait aussi en même temps. Si on essaie avec la tête qu'il nous faut, on ne pourrait pas passer, hein, simplement de façon anatomique. Donc c'est pour ça que l'humain naît avec une tête plus petite et un cerveau immature. Donc ces 1000 jours sont vraiment fondamentaux. J'ai rajouté un jour qui est le jour de la conception, en fait, le jour juste avant la conception, on va dire, qui est en fait un jour symbolique, hein, parce que évidemment ce jour-là peut durer des mois, parce que en fait on s'aperçoit aujourd'hui que certains paramètres des parents vont être transférés à l'enfant, hein. Alors je ne sais pas si on parle tout de suite de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est ce qui va se passer comme ça de génération en génération, des micro-traumatismes. Alors, l'épigénétique, j'ai essayé de l'expliquer dans le livre en parlant justement d'une bibliothèque, mais en venant, je me suis dit que ça ne marchait pas. J'ai des gens qui ont lu le livre, m'ont dit l'épigénétique, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Et donc, j'ai pensé qu'on pouvait aussi exprimer ça sous forme d'un langage, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai un vocabulaire, hein, j'ai un gros vocabulaire. Aujourd'hui, j'utilise le mot épigénétique, mais quand je vais aller chez mon boulanger, jamais je vais utiliser ce mot épigénétique. Ça n'a aucun intérêt. Quand je suis avec mon petit-fils, j'utilise des mots comme cisaillux, par exemple. Hein, c'est un Pokémon, pour ceux qui ne savent pas. Je ne savais pas. Voilà. Donc, cisaillux, je ne devrais pas l'utiliser ici. Il n'y a aucune raison que je l'utilise ici. Et donc, pour les organes, c'est la même chose. Chaque organe va avoir son propre langage, c'est-à-dire va utiliser les mots qui lui sont nécessaires. Par exemple, le pancréas, il y a un mot qui va utiliser beaucoup, c'est le mot insuline. Voilà. Ça veut dire, moi, insuline, j'ai besoin de savoir le prononcer, de savoir l'écrire, etc. Alors que le foie, l'épiderme, les cerveaux, le mot insuline, ils ne vont pas du tout l'utiliser. Eh ben, l'épigénétique, c'est le langage que va utiliser chaque organe pour ses fonctions. Et chaque organe va avoir un langage différent qui correspond à l'expression de son activité biologique. Donc c'est ça en fait. Et alors je ne sais pas si c'est plus clair que les livres, mais on va essayer ça. Et donc l'épigénétique, ça permet de lire les gènes, hein, et de savoir écrire, c'est-à-dire de savoir composer et prononcer le mot insuline pour le pancréas. Il va avoir tous les codes
pour écrire ce mot qui sont fixés dans son gène. Donc l'épigénétique, ça permet l'expression, c'est-à-dire la lecture des gènes, ou au contraire de cacher les gènes, de les rendre complètement inactifs parce que la cellule n'en a pas besoin, de même qu'il y a des mots que je ne vais pas utiliser ici, que j'utiliserai dans d'autres contextes. Donc ça, c'est l'épigénétique pour l'expression des organes. L'épigénétique sert aussi à protéger l'ADN. C'est très important. Notre ADN, on a l'impression qu'il est fixé comme ça dès la conception, moitié papa, moitié maman, et puis que c'est bon. Mais non, en fait, notre ADN, il est agressé continuellement et très, très fréquemment, vraiment, par des agresseurs qui sont extérieurs. Voilà, c'est du stress, c'est des toxiques, ou par l'interne même, il peut y avoir des mouvements au sein de l'ADN qui perturbent ça. Et l'épigénétique, ça permet de réparer tout au long de la vie, ça permet de réparer l'ADN et de faire qu'il soit toujours efficace. Voilà. Et surtout intègre, l'intégrité de ça. On a fait des observations de transmission de troubles de la maman ou du papa vers l'enfant dès la conception. Donc ce sont des phénomènes épigénétiques. Alors là, on va peut-être prendre les papas parce que je ne voudrais pas culpabiliser les mamans de trop. Même le titre, je trouve, voilà, il ne s'agit pas de culpabiliser les mamans, c'est plutôt l'industrialisation, la mondialisation qui sont les responsables de tout ça. Si vous prenez un papa fumeur, par exemple, chez les fumeurs, c'est vraiment très parlant, ça crée une dysbiose et une inflammation. Donc on a tendance à dire que les fumeurs sont maigres, mais en fait les fumeurs, ils ont quand même de la graisse qui est de la graisse viscérale et qui est de l'inflammation. Donc ces fumeurs-là, dans leur microbiote, ils vont favoriser les bactéries qui consomment des calories. Donc c'est pour ça, déjà c'est un peu coupe-faim la cigarette, et en plus les calories on les élimine, donc tout va bien. La personne a l'air comme ça maigre, mais elle a quand même une dysbiose et de l'inflammation. On voit que les enfants qui sont asthmatiques et qui ont des parents fumeurs vont avoir plus tendance, vraiment un plus gros risque de donner eux-mêmes des enfants asthmatiques. Donc on a une augmentation du risque de la transmission de l'asthme chez les papas fumeurs. On a aussi ce phénomène chez les papas obèses. Donc là, on a... il y a une étude très intéressante qui a travaillé sur les spermatozoïdes. Alors en général, les études épigénétiques, elles sont faites chez la souris. On prend une souris qui est maigre, on la nourrit mal, elle devient obèse, et là on compare. Là, évidemment, chez l'humain, c'est pas tout à fait réalisable. Donc les choses ont été prises à l'envers. On a pris des hommes qui souffraient d'obésité. On a étudié leurs spermatozoïdes. Et donc on a regardé s'il y avait des marques épigénétiques caractéristiques par rapport à des hommes maigres. On a repéré des petites choses. Et ensuite, il s'agit d'obèses importants avec des IMC supérieurs à 40. Hein, on est dans ce cas-là. Et donc, ils ont subi une chirurgie bariatrique, donc en enlevant un bypass, en enlevant l'estomac. Et très rapidement, on observe que le microbiote change tout de suite. Alors, ce sont des gens qui sont toujours bien alimentés. Hein. Avant d'engager la chirurgie, évidemment, on fait une réforme alimentaire importante. Et quand cette réforme ne marche pas, on peut avoir recours à la chirurgie. Donc, le microbiote se restaure. Et au niveau des spermatozoïdes, on observe qu'il y a une différence des marques épigénétiques entre le moment où ils étaient vraiment obèses et après la chirurgie. Donc, ces marques épigénétiques, elles sont portées par les spermatozoïdes, et les personnes qui ont réalisé cette étude suggèrent que ça peut passer à la génération suivante. Donc c'est important de mettre en place aussi une hygiène de vie avant la conception. Alors c'est fait pour les femmes, je pense que pour les hommes, il faudrait le faire aussi, concernant la boisson, la cigarette, la sédentarité, voilà, toutes ces choses-là, ou des choses plus graves, même la violence, ou des choses de cette nature. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté le premier jour, parce que avant même la conception, ce jour-là avant,
certaines marques épigénétiques peuvent déclencher des maladies chez le nouveau-né, chez l'adolescent, voire même chez l'adulte. Donc ce rétrécissement du microbiote va avoir un impact énorme sur les générations futures. Parce que ça se généralise. Ça se généralise. Alors, c'est quelque chose qui était invisible. Dans les années 70, je l'ai dit, on ne connaissait pas le microbiote. Et puis, avant qu'on réalise que les gens souffraient d'obésité, plus de dépression, tout ça, il a fallu du temps. Donc, on le sait aujourd'hui. Quand on fait des études, par exemple, on va prendre la souris, on donne un toxique à une souris. Très souvent, cette souris, par exemple des nitrites, elle va vivre normalement, finalement, elle va bien supporter ça. Par contre, la génération suivante, on va observer des problèmes de reproduction, de type fausse couche, difficulté, infertilité, des choses de cette nature. Et c'est la génération encore après qui va manifester, par exemple, une obésité. Donc là aussi, chez nous, les générations des années 70 qui ont peut-être mal consommé, elles vont très très bien finalement. Par contre, la génération suivante, le microbiote est un peu descendu et puis on a des marques épigénétiques qui sont installées et la génération encore après, ça s'amplifie. Et aujourd'hui, on est sur un paquebot. On ne va pas pouvoir résoudre ça comme ça du jour au lendemain. Il faut vraiment mettre en place des politiques sanitaires importantes. On a plein de cas. Moi, j'aime bien le cas du glyphosate et de la truite arc-en-ciel, par exemple. Ça, ça met bien en valeur les deux, l'épigénétique et le microbiote. C'est de l'écotoxicité. Quand on pulvérise au champ, ça passe dans les rivières et puis les truites, elles consomment du glyphosate. Ce glyphosate, il va avoir un effet, pas sur la première truite, mais sur la génération suivante. Il y a deux choses. De l'épigénétique, donc ça va réduire la capacité de cette truite à repérer les ombres, à repérer comme ça des mouvements au-dessus de l'eau. Donc merci pour les pêcheurs. Et la deuxième chose, c'est que ça va, les truites ont du microbiote dans les ouïes. Et c'est pareil, ça altère ce microbiote, ça va réduire ce microbiote. Et c'est aussi un détecteur des comportements, de ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment des mécanismes qui mettent en évidence des liens épigénétiques, microbiote et puis toxicité au sens large par alimentation ou par les phytosanitaires, etc. Et c'est pour ça que ça s'étale sur plusieurs générations par tous ces mécanismes. 3-4 générations en général. On va dire, vu que ça a commencé dans les années 70, peut-être 3-4. Puis c'est pas... quand je dis 50 ans, 50% du microbiote, c'est une formule. C'est peut-être 60 ans, c'est peut-être 40%. Mais voilà, c'est parlant. De toute façon, le mécanisme est en route et ça sera difficile malgré tout de corriger ça. Ouais. Et plus spécifiquement sur les 1001 jours, quel est l'impact, quelques exemples, l'impact de ce microbiote rétréci sur cette période-là? Alors, il y a des périodes, qu'est-ce qu'on pourrait... Il y a un élément qui est aussi très important, c'est un nouveau concept qui est la programmation fétale. Alors, la programmation fétale, vraiment là, c'est plus du risque, c'est vraiment de la programmation fétale, c'est-à-dire que pendant la grossesse, certains facteurs environnementaux, comportementaux, épigénétiques vont inscrire au niveau du fœtus une programmation de pathologie future. Donc il y a des mécanismes épigénétiques, on en a parlé, on n'en reparle pas, mais par exemple, si on a un toxique ou un stress important chez une maman, la formation d'un organe peut s'avérer moins bonne, en fait. L'organe, il va se former, mais il va avoir des petits défauts comme ça. Ça ne se voit pas. Alors, le bébé va naître, très bien. Mais par contre, on connaît le déclin des organes. Donc, au début de la vie, tout va bien. Puis, progressivement, les organes déclinent et ça peut faire apparaître certaines pathologies. Donc là, on va avoir, dans le cas de cette programmation fétale, donc c'est en anglais, on parle de environnemental. C'est le développement
des pathologies pendant la grossesse. Ça définit à la fois la maladie et la santé. Et ben, cet organe, il va décliner plus tôt. Et donc, on va avoir une maladie. Par exemple, si c'est le pancréas, on va avoir un diabète qui va arriver de plus en plus tôt. Donc, cette programmation fœtale, elle est très liée au microbiote. Là, en l'occurrence, le microbiote de la maman, puisque c'est elle qui va nourrir son bébé. Donc, est-ce qu'elle fournit assez de butyrate, d'éléments, etc. Donc ça, c'est un premier élément. Alors, on peut parler de l'allaitement, mais l'allaitement, c'est un sujet à part entière, donc très, très vite. Évidemment, le lait maternel, c'est ce qui va favoriser le mieux le développement du microbiote du bébé et son développement cérébral. Donc ça, tout le monde le sait, mais c'est bien quand même de le rappeler. C'est un totem, comme un fruit. On n'a pas parlé pour les aliments de la matrice, mais le lait maternel, c'est une matrice. Alors que l'alimentation industrielle, c'est un assemblage. Donc on va extraire des protéines, extraire du gras, extraire des sucres. On va mélanger tout ça et puis on va essayer que ça ressemble le plus possible à l'aliment de base. Le lait industriel est très, 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 très loin du lait maternel en termes de protéines, donc d'immunoglobulines, en termes de gras ou en termes de sucre. Le point qui peut être assez important, qui relie bien le microbiote, c'est la diversification. Donc diversification qui doit intervenir, après, on va dire à 6 mois à peu près. Jusqu'à 6 mois, on recommande l'allaitement exclusif, ce qui n'est pas toujours le cas. La diversification, c'est un rush immunitaire énorme. Ça n'arrive qu'une fois, c'est un phénomène unique. On va apporter une masse de bactéries soudainement très très importante. C'est vraiment une réaction immunitaire très forte. Cette réaction immunitaire, elle doit intervenir jamais avant 4 mois révolus, donc au 5e mois. Et puis après, il y en a besoin parce que sinon, il n'y a pas assez de nutriments. Le microbiote a un impact très fort. Ça va changer radicalement le microbiote, cette diversification. Donc jusqu'à 6 mois, c'est très important que le bébé ait des bifidobactéries, essentiellement des bifidobactéries, qui vont travailler sur l'immunité, sur la maturation intestinale, sur le cerveau tranquillement. Ensuite, dès qu'on va faire diversification, ces bifidobactéries, elles vont être moindres. Il va y en avoir moins. Il va arriver certaines bactéries qui sont fondamentales, comme Akkermansia, dont on parle de temps en temps, qui est une bactérie anti-inflammatoire, mais qui est une bactérie de l'adulte. Donc, si on a fait intervenir la diversification trop tôt, on passe trop tôt dans un microbiote de type adulte, et là, c'est une très, très mauvaise chose aussi. C'est un terrain inflammatoire et un déficit en termes d'immunité pour le bébé et de développement intestinal comme cérébral. D'accord, ouais, c'est très intéressant. Et puis, tu as fait une analogie que je trouve très intéressante dans le livre. Tu parles des ennemis du microbiote qui sont aussi des ennemis de la planète. Et oui, ça c'est. Je me suis rendu compte qu'en fait, nous, on est un petit écosystème quand on regarde bien les choses, et on a un environnement autour, mais avec notre microbiote, on est un petit écosystème. Et en réalité, quand on prend les ennemis du microbiote, donc c'est la mondialisation, c'est l'industrialisation, c'est la pollution, c'est l'alimentation industrielle. On sait que l'alimentation industrielle, c'est du transport. Par bateau, par avion, depuis l'Amérique du Sud, c'est de la déforestation. Donc tout ça joue sur la planète, et on a la même chose au niveau du microbiote. Par exemple, quand on dit qu'on a perdu en diversité le microbiote, très facile de faire un parallèle avec la biodiversité qui diminue. Donc c'est la même chose. Vous avez des espèces invasives qu'on a pu introduire dans la nature, naturellement ou accidentellement. Voilà. Et notre microbiote, c'est pareil. Il y a des bactéries qui, à cause de l'alimentation ultra transformée, vont prendre le dessus sur les bactéries qui sont normalement les nôtres. Tu parlais tout à l'heure de l'acidose tissulaire. Donc l'acidose tissulaire, c'est une acidose chronique qui s'installe dans nos organes et qui perturbe le fonctionnement à la fois du microbiote, puisqu'il y a des équilibres,
et le fonctionnement général de notre organisme, et qui peut entraîner de la décalcification, par exemple, en cas d'ostéoporose, des choses de cette nature. Eh bien, la pollution, c'est de l'acidité aussi. Donc, c'est de l'acidité qui va dans les océans. Donc, les océans s'acidifient, sont incapables de gérer tout le CO2 qui est produit. Et ce CO2 va s'attaquer, par exemple, aux monuments historiques qui sont faits de calcaire. Donc, les eaux, le calcaire, on peut faire une analogie de cette nature. On peut parler du stress oxydatif. C'est quelque chose qui est à la fois donc, dans notre organisme un mécanisme normal de défense. Donc on produit des radicaux libres pour détruire les agresseurs. Ces radicaux libres, il faut tout de suite les neutraliser pour pas qu'ils s'attaquent à nos propres cellules. Donc c'est un effet paradoxal, bénéfique et dangereux en même temps. C'est pareil pour l'ozone. L'ozone, c'est un composé qui va être très utile en haute altitude parce qu'elle va nous protéger des rayons UV. Par contre, il y a de l'ozone qui est produite à bas niveau par la pollution, l'activité humaine, les voitures. Et cette ozone-là, elle est par contre très néfaste. Donc l'ozone, ça dépend à quelle hauteur ça se trouve. Et comme nous, on est plus généralement au niveau du sol, c'est plutôt mauvais. Donc on peut faire comme ça des parallèles. Je fais même le parallèle jusqu'à dire, vous savez qu'il y a des limites planétaires qui sont le réchauffement, il faut que ce soit moins de 2 degrés, l'utilisation des terres, pour les eaux, l'acidification des océans. On pourrait, il y en a 9 classiquement, on pourrait en ajouter une dizaine et dire qu'il y a une limite humaine, on va dire, pour le microbiote, où il ne faudrait pas aller trop loin dans le divorce. Là, on peut encore peut-être se réconcilier, mais pour ceux qui ont divorcé, il y a des fois, on ne peut pas se réconcilier. Donc, il ne faut pas aller trop loin dans le divorce, on va dire. Je vous propose de conclure. Oui. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Oui. Ça a été très riche. On a couvert plein de sujets, dont des termes techniques. C'était l'idée un peu, oui. Dont des termes techniques un peu complexes. On n'a pas pu aller au fond de tous les sujets, mais c'est l'objectif du podcast. Donc, si ça vous intéresse, en tout cas, vous pouvez lire le livre « Maman, j'ai rétréci mon microbiote » de Patrick Houllier. Vous le trouvez sur les plateformes classiques de vente de livres. Et de toute façon, nous, l'objectif, c'est de faire des podcasts régulièrement. On va zoomer sur des sujets, le microbiote en lui-même, l'enfance, l'alimentation, l'immunité, l'environnement. On voit qu'il y a plein de sujets différents, riches, très intéressants qu'on peut creuser. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Toi, Patrick Houllier, c'est ça. Ouais. Et on relaiera aussi avec le laboratoire Parinat. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur les réseaux. Et à très bientôt, du coup. Merci. Merci. Merci à tous les deux.